Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, est un point lecture. Je dois vous parler de 5 lectures. J'ai 2 thrillers, on va dire thriller, polar, roman noir, voilà, qui s'apparentent à cette catégorie. Et ensuite, je vais vous présenter 3 livres qui s'apparentent plutôt à de la fantasy et fantastique. On commence tout de suite. Alors, c'est que des bonnes lectures, ce que j'ai fait là, les 5 dernières, donc je suis très contente. Et puis vous allez voir, j'ai un coup de cœur quand même. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Le premier roman dont je voulais vous parler, c'est un polar. Il s'agit de, je pense que ça ne se prononce pas du tout comme ça. Je pense que ça se prononce Horus Point. Donc c'est le premier tome de la triade irlandaise de Gérard Coquet et c'est aux éditions M+. Ce sont les éditions qui me les ont, M+, qui m'ont envoyé ce premier tome. Alors à savoir que c'est un roman qui a été réédité parce que ce livre-là avait un autre nom avec Connemara dedans. Le premier qui fait la blague avec Michel Sardou, un gage. Ouais, c'est ça. C'est la refonte complète de Connemara Black, édité il y a 6 ans. Et a priori, l'auteur a repris son texte, l'a retravaillé, a approfondi les personnages, etc. Enfin, il a refait un travail éditorial d'écriture. Et donc ça donne lieu à ce premier tome qui met en scène Ciara McMurphy qui fait partie de la Garda. Donc la Garda en Irlande, c'est en Irlande du Sud je crois. Hein. Elle est policière en fait. Et il va y avoir une série de meurtres qui vont l'amener sur la piste d'un indépendantiste de l'IRA et qui vont l'obliger à revenir sur ses terres natales en Irlande. Et donc elle va à la fois devoir affronter son passé. Pourquoi est-ce qu'elle a embrassé, elle est les filles d'indépendantistes, pourquoi est-ce qu'elle a embrassé cette carrière de policière qui va à l'encontre de toute sa tradition familiale. Et puis pourquoi les morts s'accumulent les uns après les autres. Alors Gérard Coquet, je pense que c'est quelqu'un qui... il est passionné d'Irlande, mais je pense qu'il y a vécu, ou peut-être qu'il y vit, parce qu'il connaît très bien à la fois l'histoire politique, l'histoire avec un grand H de l'Irlande, l'histoire indépendantiste. Donc c'est un roman dans lequel vous allez avoir pas mal de références politiques, historiques, par rapport à la scission entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, par rapport à l'IRA, aux indépendantistes, à toute la lutte qui a été menée. Donc c'est très bien documenté. Il y a des morts qui s'accumulent en pagaille, voilà, on va dire comme ça, avec une espèce de chasse à l'homme qui s'organise autour d'un manuscrit qui aurait disparu. Alors, ça amène un petit côté ésotérique qui m'a pas forcément plu. Enfin, j'ai trouvé que ce côté ésotérique est très léger. Hein. Autour de ce manuscrit, j'en dirais pas plus. Moi, il apportait pas grand chose en fait au récit et que l'intrigue en elle-même, où on se concentre sur ces séries de meurtres, etc., ça suffisait amplement. J'ai vraiment passé un bon moment. Ce que je retiens, c'est une immersion totale en Irlande. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, qui est avec des répliques un peu façon les tontons flingueurs. Parfois, ça me faisait penser à ça. Avec le personnage de Ciara que j'ai adoré. Ça fuse du tac au tac. Il n'a pas la langue dans sa poche, l'auteur, il écrit vraiment bien. Et pourra pas me diriger vers la suite. Je ne sais pas si la suite est parue ou va paraître. J'imagine qu'elle va paraître parce que ça date, je vais vous dire. Hein. C'est 2023, je crois, chez M+. Bon, en tout cas, c'était vraiment très sympa à lire. Et j'ai découvert vraiment une plume très chouette. Donc voilà, je vous conseille, si vous aimez l'Irlande, si vous aimez le polar, avec un soupçon quand même de politique à l'intérieur, c'est fait pour vous, tout simplement. Le deuxième roman dont je vais vous parler, on est entre le thriller et le roman noir. C'est Au nom du père, de Ulf Gvensler, c'est aux éditions de La Martinière. Et waouh, c'est hyper oppressant comme livre, hyper glauque. On est en Suède, on est avec Isaac qui, je sais pas, il est début de trentaine je pense, il vit avec sa petite copine qui s'appelle Mad.
Ils vivent tous les deux. Lui, en fait, il est... je sais plus comment on dit ça. Il est auxiliaire de vie. Il va chez les personnes âgées, il fait une tournée, il va les aider à cuisiner, à se laver, etc. Ils gagnent pas grand-chose avec Mad, mais leur vie leur suffit. Et on apprend très rapidement que... En fait, Isaac a perdu sa mère et sa sœur, sa petite sœur, dans un... Enfin, je vais pas vous dire dans quoi. Je vais dire dans un accident. Quand lui avait 8 ans, quand lui était gamin, et que son père, il n'a plus aucun contact avec son père. Son père est toujours vivant, mais il n'a plus aucun contact avec lui. Et donc il a été élevé par ses grands-parents, et il lui reste ce grand-père avec lequel il est vraiment très très lié. Il y a une très belle relation d'ailleurs avec le grand-père. Et un jour, le père d'Isaac l'appelle en lui disant « Écoute Isaac, ça fait 20 ans que je t'ai pas vu, mais j'ai une tumeur au cerveau, je vais mourir. J'aimerais que tu viennes me voir pour t'expliquer certaines choses et pour qu'on se réconcilie. » Donc il hésite beaucoup. Et puis en fait il s'y rend avec sa copine. Et le père n'habite pas n'importe où, il habite sur une île, une toute petite île. D'ailleurs vous avez une carte au début où on vous montre par rapport au pays, la Suède, où se déroule. Donc en fait c'est l'île de Faro. Je sais pas si ça se prononce comme ça parce qu'il y a le tréma sur le haut, qui est une toute petite île à côté d'une île un peu plus grande qui s'appelle Gotland. Donc pour y aller, il faut prendre le ferry, il faut prendre 2 ferries. Bon, c'est toute une expédition, etc. Et en fait, il va se retrouver chez ce père qui est un artiste, qui a gagné beaucoup d'argent, qui est très riche, mais excessivement riche, qui est très réputé, qui en effet est atteint d'une tumeur au cerveau, donc il lui reste très peu de temps à vivre. Et nous, lecteurs, on va voir le piège se refermer peu à peu sur ce personnage d'Isaac, qui est un personnage qui a souffert bien sûr de la perte de sa mère, de sa sœur, de ne pas avoir grandi avec ce père, que tout le monde lui dit de se méfier, tout le monde lui dit de se méfier de ce père, qu'il est manipulateur, etc. Et en fait, nous on voit notre personnage qui est quand même assez naïf, mais voilà, qui retrouve son père, donc il a quand même une excuse. Et on voit ce piège qui se referme sur Isaac. Je n'en dirai pas plus. C'est un roman sur la manipulation, sur les liens entre un père et son fils. C'est hyper noir. Tout de suite, on est... Déjà, c'est un huis clos puisqu'on est forcément dans cette petite île isolée de tout. Donc, de toute façon, s'il arrive quelque chose, bah, c'est clair que on est coupé de, j'ai envie de dire, presque de la civilisation. Puis il va y avoir des petits détails qui vont émerger de ci, de là, qui nous lecteurs vont nous faire tilter, on va se dire ah ouais ça c'est quand même c'est pas net. Et Isaac on le prend aussi avec tous ces démons qui le hantent, il fait notamment des cauchemars récurrents, il s'entoure de gris-gris, c'est un personnage qui est vraiment pas sûr de lui et son père va s'engouffrer dans cette brèche. Voilà, c'était vraiment bien jusqu'au bout. Surtout que dès le début vous avez un jeu passé-présent entre ce qui s'est passé sur cette île et là où est Isaac en ce moment, dans le présent, donc on se doute, enfin, ouais, il s'est passé un truc hyper grave. Et en fait, c'est comment on est arrivé à cet événement très grave. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Et vraiment, je vous dis, c'est un roman qui est un roman noir qui est oppressant et très addictif parce que vous avez vraiment envie de savoir ce qui va arriver à Isaac, ce qui va arriver à son père, ce qui va arriver à Mad. Voilà, là aussi je vous le conseille, c'est chez La Martinière. Donc ça c'était pour tout ce qui est thriller, roman noir. Et là je vais vous présenter maintenant des romans qui ont plus trait avec la SFFF. Donc particulièrement la science-fiction, pas la science-fiction, je vais pas y arriver aujourd'hui, toujours pas la science-fiction Caro, la fantasy et du fantastique. Le fantastique, alors je vous parle du Pacte du sang de Clément Bouhélier qui est paru chez Critique, qui est un tout petit roman qui fait 250 pages. C'est d'ailleurs le reproche que je fais à ce roman, qui n'est pas assez long, parce que j'ai bien aimé. En fait, ici, Clément Bouhélier s'attaque, alors c'est dans la 4e de couverture, et c'est dans la préface, s'attaque au mythe du vampire, alors très 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 revisité. On va être entre 2 époques, on va être au Moyen-Âge, en 1364 où on va suivre 2 chevaliers qui fuient une débâcle suite à une bataille et ils vont se trouver refuge dans un château.
Et ce château abrite une grosse bébête. Voilà, j'en dis pas plus. Et on va être de nos jours, on va suivre une entreprise qui sont dans le web, je crois, et ils font un séminaire. En fait, on leur a imposé un séminaire, ils sont pas hyper ravis. Et le clou du spectacle, c'est la visite d'un château, dans lequel il y aura une espèce de... pas de chasse au trésor, mais voilà, un truc comme ça. Et donc on va tout le temps osciller entre le Moyen-Âge, ce qui s'est passé au Moyen-Âge dans ce château, avec le chevalier qui s'appelle Olivier, je sais que s'appelle Olivier, et ce qui se passe de nos jours dans ce château. Voilà. Et ça va parler d'enfermement dans un château avec une grosse bébête. Donc c'est très sanglant, il y a des morts partout, l'auteur se fait plaisir, comment échapper, en gros c'est petit manuel de comment échapper à une grosse bébête qui veut vous bouffer. Voilà. Et tout ça saupoudré de mythes vampiriques, si je puis dire comme ça. J'ai beaucoup aimé en fait la partie qui se déroule au Moyen-Âge, j'ai adoré. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. J'ai adoré, c'est vraiment là où le mythe du vampire est le plus exploité, bien revisité, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai bien aimé aussi finalement la partie qui se déroule de nos jours. C'est du pur divertissement. J'ai lu ça, je crois, en une journée. Voilà, ça zigouille à tout va. Le seul bémol que je peux dire, que j'ai mis aussi dans ma chronique écrite, c'est que c'est un peu court. Donc moi j'aurais bien voulu en avoir un peu plus, en savoir un peu plus, mais bon, ça l'auteur en a décidé autrement. Ça se lit super bien, c'est efficace, et si vous êtes amateur de grosses bébêtes, bah allez-y parce que c'était vraiment très chouette à lire. Je passe à la fantaisie cette fois-ci, je serai rapide parce que c'est un tome 2, mais je voulais quand même vous en parler. J'ai lu le tome 2 donc, de La Cité de Jade. Donc ce tome 2 s'intitule La Guerre du Jade, c'est de Fondali et c'est aux éditions de Saxus. C'est un gros bébé qui fait 750 pages à peu près, un truc comme ça. Oui c'est ça, 760 pages. Je l'ai lu en lecture commune avec David sur Insta et on a tous les deux adoré notre lecture. Donc il s'agit d'une trilogie qui se déroule dans un univers un peu asiatique. On est entre le Japon, la Chine, Singapour, vous savez, un peu ce genre d'ambiance. Et en fait on va suivre, on est dans une ville dans laquelle il y a deux clans ennemis, qui sont des mafias, hein, disons-le clairement, qui s'affrontent. Vous avez d'un côté le clan de la montagne, de l'autre côté le clan des cimes. Et nous on va suivre le clan des cimes. Et en fait ce clan fonde son pouvoir sur l'exploitation du jade, donc la pierre, qui leur donne des pouvoirs. Ces pouvoirs sont plutôt physiques. Ils vont avoir tendance par exemple à pouvoir aller plus vite, à être plus forts, etc. Ça on nous l'explique bien dans le premier tome. Mais c'est ce que j'appelle de la low fantasy. C'est-à-dire que la magie ne prend pas tout le pouvoir. Donc je vous conseille vraiment cette saga si vous voulez vous lancer dans la fantasy, mais que vous n'avez pas envie d'être dans un système de magie trop complexe. Ici la magie elle passe simplement à travers le jade qui augmente les capacités physiques des personnages, ça s'arrête là. Donc d'aucuns vont reprocher que justement ce système de magie n'est pas exploité, mais je pense que c'est pas le propos de l'autrice, c'est vraiment elle dissèque vraiment les relations au sein d'un clan de mafieux et je trouve ça hyper intéressant. Donc le premier tome, on nous faisait faire la connaissance d'une fratrie qui reprennent le flambeau du père, avec Hilo qui est vraiment un chien un peu fou. Il y avait Lan, L-A-N, qui était le chef, et puis la sœur qui ne voulait rien avoir avec cette mafia qui était partie à l'étranger mais qui va être obligée de revenir. Dans ce deuxième tome, je ne veux pas trop vous en révéler parce que ce serait vous gâcher la lecture du premier tome si jamais vous ne l'avez pas lu. On est dans un tome qui est beaucoup plus politique, beaucoup plus stratégique, donc c'est vrai qu'il y a des chapitres qui m'ont paru un peu longs parce que l'autrice elle veut vraiment planter un décor politique et économique et montrer que le clan veut vraiment étendre son pouvoir à l'international et qu'il y a vraiment des enjeux économiques qui se jouent avec peut-être aussi cette remise en question des clans comme système archaïque. C'était vraiment hyper intéressant, donc je comprends tout à fait son point de vue.
Et moi ce que j'adore c'est vraiment la relation entre les personnages, où ici on retrouve particulièrement Hilo, qui est devenu rien du tout, je ne vous dis rien, et Shae, la sœur. La relation qu'ils peuvent avoir avec leurs conjoints respectifs, la loyauté qu'on doit au clan, jusqu'où est-ce qu'on peut aller par loyauté au clan. On retrouve Anden qui prend de plus en plus de place, et surtout on n'est plus seulement dans la cité de Jade, on est délocalisé dans un autre pays où le clan a du mal à étendre son influence. Voilà. C'est vraiment passionnant, il se passe plein de choses, c'est très rythmé. Alors là, par contre, il y a des morts aussi. L'autrice là, elle nous fait des morts à pratiquement chaque chapitre, et puis parfois des personnages qui sont très importants, auxquels on s'est attaché. Voilà. C'est vraiment passionnant. Au-delà d'un système de magie, qui pour moi reste mineur, on est vraiment dans un système de mafia, où elle dissèque tout ça. Ça fait penser vraiment aux triades. C'est hyper intéressant. Je vous incite vraiment à vous pencher sur le premier tome, qui est aussi une brique, qui je crois est sorti en poche. Non, peut-être pas. Est-ce qu'il est sorti en poche? Parce que vous savez que De Saxus a sorti une collection qui s'appelle Pâle, justement, en poche. Donc si vous n'avez pas envie d'investir, parce que c'est quand même... Oh ça va, il est à 20 €. Regardez les sorties poche, mais je vous conseille vraiment, c'est très très bien écrit. Et c'est pas que de la fantaisie pure, il y a vraiment toute une construction psychologique des personnages qui est hyper intéressante. Et mon petit coup de cœur va à ce magnifique livre, Zephyr Alabama, de Robert McCammon. Et moi j'ai la chance d'avoir cette magnifique édition qu'on ne trouve plus que d'occasion à des prix défiant toute concurrence. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors depuis, ils l'ont réédité dans une couverture un peu plus sobre, qui est très jolie aussi. Mais cette édition-là, elle est introuvable. J'ai regardé sur internet, c'est des prix, c'est 80 € le bouquin. Donc si vous l'avez chez vous, ça vaut de l'or. On est dans les années 60 avec un petit garçon qui s'appelle Cory, qui vit avec son père et sa mère, dans une petite ville qui s'appelle Zephyr en Alabama. Et en fait, on va suivre tout simplement la vie de Cory entre ses 9 et 10 ans avec sa bande de copains. Et le premier chapitre s'ouvre sur Cory qui se lève parce que son père est laitier, donc on est encore au moment où le laitier dépose devant chaque maison aux États-Unis le lait du frais dans les bouteilles en verre, etc. Et Cory a l'habitude, avant d'aller à l'école, d'accompagner son papa. Et en fait, ils vont avoir un accrochage sur la route, au bord du lac. Et il y a une voiture qui va leur foncer dessus. Bon, le père évite l'accident, mais la voiture va tomber dans le lac. Et le père va sauter pour essayer de sauver l'occupant. Et quand il va essayer de le sauver, il s'aperçoit que ce type, en fait, qui est au volant, a été complètement massacré. Il a des menottes qui le tiennent au volant, et en fait, le type peut pas s'échapper. Alors, il est mort, je crois qu'il est déjà mort. Et donc, cette voiture coule avec son occupant au fond du lac. Et donc, l'intrigue vraiment de fond, ça va être qui est ce type qui a été passé à tabac et dont on a voulu dissimuler le corps, dissimuler la mort, et qu'on a précipité en fait dans le lac avec sa voiture. Pourquoi? Donc ça c'est vraiment l'intrigue de fond qui va traverser tout le livre, mais c'est pas une enquête, parce qu'en fait vous allez suivre Cory, qui a, je vous le rappelle, il a 11 ans je crois, j'ai dit un peu plus jeune, mais non, il a 11-12 ans, et on va le suivre, et c'était vraiment super bien, parce que il est avec sa bande de copains. Il y a un petit côté Stephen King dans ça, avec la bande de copains, dans ça, si vous avez vu ou si vous avez lu le livre, où vraiment on est avec ces 4 copains, il leur arrive des aventures. Alors c'est des gamins, ils vont camper, ils vont devoir se mesurer à 2 espèces de débiles qui les harcèlent sans arrêt. Dans le groupe, vous avez un des enfants qui est indien, qui subit le racisme. On est dans les années 60. La ville elle est séparée en deux. Vous avez d'un côté le quartier des Blancs, le quartier des Noirs. Donc vous avez aussi toute cet arrière-plan-là racial, social, qui est hyper intéressant. Avec la lutte des Noirs qui commence à émerger. Avec des personnages qui sont racistes, d'autres qui commencent à accepter les Noirs. On voit vraiment toute cette différence entre
entre les personnages. Et puis on a au milieu de ça, on a Cory qui fait sa vie de gamin et c'est vraiment trop bien. Vraiment, je vous incite à lire ce livre. C'est pas du tout jeunesse. Malgré le fait qu'on suive un jeune garçon, ce n'est pas jeunesse, je tiens à vous le rappeler. C'est beau tout simplement, il y a de très belles relations amicales, il y a des belles relations aussi avec des animaux, notamment Cory avec son chien rebelle. Ça parle de plein de choses. Voilà, on suit Cory au fil des chapitres. Et puis petit à petit on avance en fait dans l'intrigue sans s'en rendre compte. Alors bien sûr à la fin on a une explication, qui était ce type, pourquoi il est mort, etc. Mais c'était beau, c'était très beau. Et moi j'ai refermé le livre en pleurant. Parce que j'avais pas envie de quitter les personnages. Le dernier chapitre est très très beau, plein de nostalgie, plein de mélancolie. C'était magnifique. Voilà, donc si vous avez l'occasion de le lire, allez-y, foncez, c'était vraiment une magnifique lecture que je vous recommande. Voilà, c'en est tout de ce point lecture. Vous voyez, j'ai quand même fait de très très belles lectures et j'ai oscillé entre les différents genres, que ce soit le thriller, le roman noir, le fantastique, la fantasy. C'est pas fini, je suis en train de lire encore de la fantaisie et puis je me suis fait une petite palle pour le mois de juin que je vous présenterai très bientôt, qui est encore à affiner d'ailleurs cette palle, que je viendrai bien sûr vous montrer en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou à l'inverse si ça ne vous a pas plu. On en discute. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets tout dans la barre d'infos. Puisque c'est là où je fais des lectures communes, donc c'est intéressant qu'on se suive pour pouvoir faire des lectures communes si jamais ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite de faire de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!